Troisième oreille. Bonjour, bienvenue sur ce premier épisode d'Autonome. Je suis Julien Rochard et ce podcast vous est présenté par Troisième Oreille. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on accueille Brian Ejark. Brian Ejark, c'est quelqu'un qui a quitté la vie citadine pour créer sa maison autonome. Avec lui, on va voir les différents aspects de l'autonomie dans la maison individuelle, l'énergie, le chauffage, l'alimentation. On va voir quels sont les intérêts et les inconvénients de vivre en autonomie et coupé du réseau. Le but étant de savoir si ce modèle est viable et si on peut s'en inspirer. Allez, je vous laisse rejoindre notre discussion. Brian Ejark, bonjour. Tu as fondé ta maison autonome qui s'appelle l'Archipel, je crois, et tu as créé ta chaîne YouTube du même nom dans le but de prodiguer des conseils et d'aller à la rencontre des familles qui ont eu la même démarche que toi. Déjà, est-ce que je me trompe pas dans la description ? Alors oui, fonder une maison autonome, on en est encore loin. C'est une maison qui est hors réseau. Donc hors réseau d'eau, hors réseau électrique. Le seul réseau que j'ai ici, c'est le réseau Internet, mais qui n'est même pas en filaire, qui est en 4G. Et après, une fois qu'on a amélioré sa maison, on part sur la partie du jardin. Et là, il y a eu plus de 300 plantes différentes. Donc quand on dit des plantes, ça regroupe des vivaces comestibles, bien sûr des arbres fruitiers, quelques légumes perpétuels. J'en ai pas beaucoup, je fais pas beaucoup de potager parce que ça demande beaucoup d'eau. Et voilà un petit peu le tour d'horizon de l'autonomie actuelle. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu as décidé de quitter Paris, je crois, pour construire ta maison ? Alors, mon parcours, il est super simple. J'étais de classe moyenne en région parisienne et j'ai trouvé cette maison déjà parce que c'était la seule que je pouvais me payer avec le budget que j'avais. Je voulais ne plus avoir de crédit. Et donc mon budget était assez limité, j'étais arrivé à 30 000 euros. Et après j'ai réussi à avoir un petit peu plus en travaillant à côté en plus quand je suis arrivé ici. Mais ça m'a quand même laissé une toute petite enveloppe. Donc pourquoi je suis parti de région parisienne ? Avant tout c'est parce que j'étais rentré dans la roue du hamster. Et j'étais dans le rouge d'abord le 28 du mois, après le 15 du mois, après le 5 du mois. D'accord. Là, je me suis dit, il faut se poser, il faut un petit peu analyser comment on en arrive là. Et la meilleure solution, il y a 5 ans, c'était de m'extraire de l'offre et de la demande, donc de la région parisienne, pour aller dans des endroits où il y avait peu de demandes, justement, pour moins payer pour mon logement et puis pour la nourriture et plein d'autres choses. D'accord, quand tu dis 30 000 euros, en fait, c'est tout compris, c'est 30 000 euros de l'achat de la maison et les travaux, etc., quoi. Non, en tout, ça a coûté 40 000 pour, on va dire, avoir une autonomie relative, ça veut dire pour avoir une maison dans laquelle j'arrive à avoir de l'eau, dans laquelle j'arrive à avoir de l'électricité et avoir une maison qui m'appartient. Ça, l'esprit de sortir du crédit a été très important. Et la maison plus le terrain, l'achat m'a coûté 28 000 euros, plus 1 900, je crois, de notaire, quelque chose comme ça. Donc en effet, c'est pas cher. Oui. On peut rappeler un peu l'endroit où tu habites, oui, bien sûr. Créer ta maison. Je suis dans le sud du Tarn, à la limite de l'Aude. D'accord. Et en fait, je me suis installé ici parce que j'ai de la famille mon père est né dans le Tarn, même s'il a vécu après à Paris, puisqu'il a fait pompier de Paris. Il est devenu pompier de Paris quand il a rencontré ma maman standardiste à Paris. Et quand ils sont arrivés à la retraite, ils se sont dit, nous, Paris, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse, donc on va rejoindre. J'ai ma sœur et mon beau-frère qui sont partis avec leurs enfants déjà dans le Tarn. Et je me suis dit, autant en profiter. Moi, j'étais dans un tournant dans ma vie. Je demandais à mon employeur s'il pouvait me challenger un petit peu en échange d'une meilleure rémunération. J'avais 13 ans de bons et loyaux services. Il n'a pas été très chaud, l'employeur, en me disant toujours que c'était la crise, ceci, cela, alors que les actionnaires se gavaient à côté. Et nous, on nous dit toujours que quand on demande un tout petit peu qu'il n'y a pas. Donc, moi, je me suis dit, j'en profite, je vais les rejoindre. Et voici comment je me suis retrouvé dans le Tarn.
aujourd'hui, tu travailles encore. Est-ce que la maison autonome, c'était dans le but de justement plus avoir à travailler, puisque on peut penser, je sais pas si j'ai raison, on peut penser que quand tu as une maison autonome, en fait, tu n'as quasiment plus besoin de travailler, puisque tu n'as plus aucun frais de nourriture, d'électricité, etc. Il y a plus peut-être que ouais. Nourriture, si encore. Nourriture encore. Beaucoup pour l'essence, puisque je suis amené à me déplacer pour aller à la rencontre des autres. Ouais. Et bien sûr, les impôts, il y a des choses, on peut pas se substituer à tout ça. Ouais. Mais non, en fait, le but, c'était de réduire mes dépenses quand je suis arrivé pour voir comment je pourrais vivre et surtout travailler pour moi. Quand je dis travailler pour moi, c'est travailler pour quelque chose, pour moi, qui ait du sens. Et ne plus aller bosser pour des personnes virtuelles, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, mais moi, les actionnaires, je les ai jamais connus. Je les ai jamais eu entre quatre yeux, ou je sais pas combien il y en avait, pour qu'ils me disent merci beaucoup, c'est génial, grâce à vous, on s'enrichit et tout. Donc, je me suis dit, pourquoi je bosserais pas pour moi? Et donc, le but, c'était de réduire au maximum mes dépenses pour pouvoir avoir le temps. Parce que c'est vrai que ce qui est plus cher, on parle souvent d'argent, mais c'est ce temps dont je ne disposais pas, j'en avais très peu en région parisienne, entre les transports, le travail et la vie de tous les jours. Et ça a été de s'extraire de tout ça. Et en fait, quand on a une maison autonome, est-ce qu'on ne devient pas un peu justement le salarié de sa maison dans le sens où ça doit prendre énormément de temps, non ? Alors c'est vrai que ça c'est une très bonne question et je reviens souvent là-dessus. On a vu beaucoup de chaînes YouTube et de personnes et de témoignages de personnes qui ont voulu faire énormément en autonomie. J'en ai rencontré beaucoup vu que je fais des reportages justement pour aller à la rencontre de ces personnes. Et il y a une chose qui revient, c'est que les personnes disent mais nous on est sortis du salariat, c'est pas pour être esclave de notre maison. Donc il y a un moment où il faut évaluer son niveau d'autonomie et de savoir combien de temps on a envie d'y passer par jour. Alors, c'est pas par jour, c'est même par semaine, parce que si on se dit 3 heures et qu'on n'a pas fait ces 3 heures un jour, on peut en faire 6 un jour, 10 l'autre. Mais c'est de voir à peu près la moyenne de temps qu'on est prêt à y consacrer. Et là, on s'aperçoit qu'on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins. Moi, je suis content déjà d'être hors réseau. Ça me permet de pas subir l'augmentation des prix, puisque j'ai déjà acheté mon matériel et je crée comme un amortissement, c'est-à-dire que je mets un peu de sous de côté quand le matériel sera obsolète, dans le plus longtemps possible, je le souhaite. Et il y a aussi le côté de retour au goût. Donc je cherche pas à produire pour avoir des milliards de choses et revendre ce que je produis, mais par contre ce qui pousse bien sur mon terrain, par exemple, là moi les amandiers ça pousse bien, j'en ai 7 chez moi des amandiers, parce que ce sera une belle monnaie d'échange. Les amandes non bio, je vois dans un petit troquet à côté de chez moi, ils le vendent 10 € le kilo. Donc je me dis bon, ça c'est une belle monnaie d'échange par exemple. Et surtout ce retour au goût que je n'avais absolument plus sur Paris, ou alors fallait payer des brasseries ou des restaurants hors de prix, ou aller chez des traiteurs ou des personnes qui vendent des fruits. Mais si on voulait du local à Paris, c'est assez compliqué. Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les novices comment marche une maison autonome, faire un petit peu un tour de la maison virtuelle et voir comment ça se passe avec l'eau, l'électricité, le chauffage, etc. Alors, à la base, pour être hors réseau, moi, ce que j'ai fait sur l'eau, je collecte l'eau de pluie. J'avais un petit toit, donc j'ai fait une extension. J'ai demandé à la mairie si je pouvais faire une extension pour avoir un toit encore plus grand et donc collecter encore plus. Je collecte ça dans une cuve de récupération d'eau pluviale. Donc ça me permet de stocker l'eau. J'ai 3 mètres cubes. À chaque fois, je dis aux gens, je conseille par personne maintenant avec l'expérience, surtout dans le sud, avec les canicules et les sécheresses, les longues périodes que nous avons rencontrées, je conseille plutôt 5000 litres, donc 5 mètres cubes d'eau par personne. Ensuite, j'ai une pompe qui est alimentée à l'énergie solaire, qui me renvoie l'eau dans la maison, donc qui met la pression. Et une fois que ça arrive dans la maison, dans mon vide sanitaire, j'ai 3 stades de filtration qui me permettent de filtrer, entre autres, les sédiments, filtrer le goût, filtrer les bactéries, certains virus, les métaux lourds. Et comme ça, mon eau est propre, elle est même potable, elle est propre à la consommation. Ça ne filtre pas certains minéraux, donc des minéraux dont on a besoin en toute petite dose. Parce qu'on a appris aussi quand même dans le temps que boire une eau trop minéralisée, on nous a souvent vendu les eaux en bouteille et tout. Moi, ça fait 4 ans que je collecte de l'eau de pluie, que je la filtre et que je bois, et j'ai aucun problème de pression osmotique ou des choses comme ça. D'accord. Ensuite, pour l'électricité, ça a été assez facile au final.
Déjà parce que j'ai un voisin qui lui s'était installé et donc je lui ai dit mais comment t'as fait? Donc il m'a expliqué comment il a mis ça en place et j'ai trouvé sur internet des kits de vente en ligne. Maintenant ils sont devenus mes partenaires tellement je trouve que c'est vraiment fantastique ce qu'ils ont fait et ça fait déjà 10 ans qu'ils faisaient ça et en fait ils proposent un kit clé en main, tu arrives, ils te disent comment le brancher. Bien sûr, faut respecter les consignes de sécurité électrique. Moi, il y a des choses au début que j'avais pas très bien faites, mais on collecte donc l'énergie par les panneaux solaires. J'ai aussi une éolienne qui fonctionne très peu. Hein. L'éolienne, ça, je recommande très peu par rapport au prix. Ça fonctionne pas trop l'éolien? En fait, les normes que l'on a en France, on n'a pas le droit d'avoir un mât à plus de 12 ou 20 mètres. J'ai plus la hauteur précisément, mais en fait, on capte que des petits vents quand on est sur ces hauteurs. Faudrait être à plus de 25 mètres, voire même 30 mètres, pour, comme les éoliennes, les grosses éoliennes qu'on voit, pour avoir d'autres vents et que ce soit plus constant. Là, ça fait un peu girouette, elle tourne souvent et ça produit très peu. Mais le solaire, par contre, tu es limité à la journée, c'est ça? Est-ce que le soir, t'as... Oui, j'ai des batteries aussi. Alors les batteries, c'est le point le plus sensible et le plus compliqué quand on en parle. Le truc, c'est que j'ai pas envie de vivre à la bougie non plus. Il y a un moment où il faut aussi s'adapter à son temps. Je veux bien réduire. Donc le fait d'être sur 6 panneaux, c'est vrai que j'ai réduit mon électricité par 3-4 facilement. D'accord. Pareil pour mon eau. Et par contre, oui, les batteries, avec tout ce que ça implique, il y a un documentaire qui est fantastique, qui a été sorti sur Arte, c'est la face cachée des énergies vertes. Et si les gens ne l'ont pas vu, je le recommande. Comme ça, déjà, niveau achat, ils feront un achat un petit peu plus en conscience. D'accord. Quand tu dis qu'il y a un souci sur les batteries, c'est que pour l'instant, on n'est pas au point, en fait. C'est ça, sur les batteries? Si, c'est l'extraction minière, en fait, qui est extrêmement polluante. Et les batteries ont une durée de vie. Alors, celle que j'ai, c'est de 4000 à 6000 cycles. Un cycle, c'est quand tu charges une batterie complètement et que tu la vides complètement. Là, tu as fait un cycle. Donc, 4000 jours, en fait, pour toi. On pourrait dire 4000 jours, mais si t'es pas là pendant 2 jours, moi, ça m'arrive de temps en temps de partir en reportage. Je coupe tout. Donc, tu vois, il y a pas de cycle qui s'opère. Mais oui, en cycle, après, on va dire, si on est là tous les jours et qu'on s'en sert, ça fait à peu près 4000 jours, donc un peu plus de 10 ans. Ce qui est déjà pas mal, mais ce que ça prend en ressources et surtout en tonnes de comment on pourrait dire, de rochers qu'il faut déplacer pour créer tout ça, c'est un point noir, mais c'est très important de l'aborder. Peut-être qu'on peut espérer avoir des batteries plus écologiques dans les années à venir, on sait pas trop. Ah mais c'est évident, moi je suis toujours le premier à espérer que tout le monde puisse être autonome, que les batteries soient propres, que toute notre vie, même Internet et tout, ne consomme pas. Après on a, bien sûr, on fait des choix qui permettent c'est un peu comme un bulletin de vote, hein, nos choix, nos achats et tout. C'est même surtout un bulletin de vote à notre époque. Surtout là, quand on est en pleine campagne, le plus important, c'est de rappeler aux gens quand même que, au-delà de la politique, la meilleure politique qu'on puisse appliquer à soi-même, c'est nos investissements, nos achats, et de les faire en conscience. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le chauffage, comment tu te chauffes? Alors, je me suis chauffé au début avec un poêle à bois. Le poêle à bois, c'était très bien, mais le problème, c'est qu'il n'était pas fonctionnel. En hiver, on a les jours très courts, il fait pas très beau, donc c'est vrai qu'on produit beaucoup moins d'électricité. Et pour tout ce qui est chauffe maintenant, j'ai un ballon quand il fait beau, un mini ballon, il fait 20 litres, mon ballon d'eau chaude. Donc il est vraiment petit, mais ça suffit pour. Je prends des toutes petites douches. Et par contre, en hiver, je fais tout chauffer directement sur la cuisinière à bois. Comme ça, je peux faire échauffer chez moi, échauffer mon eau, et j'ai aussi un petit four dans cette cuisinière, donc je peux me faire des plats, et j'ai une plaque dessus pour cuisiner. Et en termes de nourriture, à quel point dans la proportion de ce que tu manges, de ce qui te nourrit, à quel point tu arrives à être autonome? Très peu pour l'instant. Je suis arrivé il y a 4 ans. En fait, faut remettre le contexte. J'arrive en tant que citadin en me disant je veux tendre vers l'autonomie et aller je vais pas dire le plus loin par rapport au temps que je peux y consacrer. Ouais. J'ai eu mes premiers fruits l'an dernier parce que je les ai plantés à partir de ma 2e année. Je suis au cours de ma 4e année, j'arrive sur la 5e au mois de septembre. Et en fait, le temps que ça pousse, je peux pas dire je suis autonome. C'est-à-dire que si je voulais avoir une grosse production, je retourne mon sol, je mets un système automatique d'eau, je puise dans mon puits, je collecte l'eau comme je fais.
et je fais du maraîchage. Mais quand je suis allé voir les gens, il y en a beaucoup, hein, et attention, c'est très très bon les légumes, je suis le premier à aimer ça, mais quand je vois le temps que ça prend par rapport au pourcentage en fait que ça coûte dans un foyer, je me dis que je préfère laisser les arbres et les accompagner les premières années, et après ils seront autonomes. Pour moi, on a une meilleure autonomie là-dessus. Aussi, autre chose à prendre en compte, que j'avais absolument pas pris en compte pour ma part, c'est que bon, j'ai des animaux, j'ai 3 poules. Les poules, il faut quoi, entre 25 mètres carrés, 30 mètres carrés par poule pour qu'elles soient dans des bonnes conditions, on va dire. Mais quelqu'un qui a un régime carné, moi j'ai un régime carné. Je suis arrivé ici, j'avais 2850 mètres carrés. Mais rien que pour une vache, il faut 5000 mètres carrés de terrain. Donc il y a un moment où tu vois, il y a des choses qui sont absolument pas concevables. Et évaluer un niveau d'autonomie, c'est la question la plus casse-gueule, si je puis dire, qu'on puisse poser à quelqu'un qui cherche à tendre vers l'autonomie. Parce qu'en fait, là par exemple, mes arbres, je pourrais pas te dire encore ce qu'ils vont produire cette année. Je suis pas devin, mais je sais que si ça produit plus que l'an dernier, j'ai dû avoir entre 30 et 50 kilos sur tout l'ensemble, ce qui nourrit pas une personne pour l'instant. Mais si j'en ai peut-être le double cette année, et après le double, dans 5-10 ans, j'aurai une surproduction et là une monnaie d'échange. Et c'est la monnaie d'échange qui est le plus important. Parce que ça permet en fait de pas partir dans tous les sens. Parce que si tu veux faire tes céréales, tes huiles, tes plantes aromatiques, ton verger, ton potager, ta viande, il y a un moment où tu vis, comme tu me disais en début de session, tu ne vis que pour ça. Et moi, j'ai plein d'autres passions à côté, donc je déjà ne veux pas, et je n'ai pas l'espace pour pouvoir créer tout ça. Ça va en calmer plus d'un, je pense déjà, ça. Pour les gens qui avaient envie de se lancer. Non, mais c'est sûr qu'il faut être conscient que ça a l'air d'être beaucoup de travail, quoi, si on veut vraiment aller loin. Ah, mais c'est un métier. Tu sais, on voit des fermes autonomes, déjà des fermes autonomes, donc avec un verger, avec un potager, avec des bêtes. Mais tu ne vis que pour ça. Le matin, tu dois te lever, tu dois accompagner tes bêtes si y a des veaux qui arrivent ou des bébés. Tu passes ta vie chez le vétérinaire si t'as pas envie non plus qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et donc le vétérinaire coûte de l'argent, donc il faut gagner de l'argent, tu vois. C'est un cercle là qui devient un cercle vicieux. Faut pas se faire manger par son projet. Il faut faire en priorité déjà ce qu'on a noté sur notre checklist et que l'on a envie de produire. Pourquoi on change de vie et pourquoi on est parti là-dessus. Pour ma part, j'adore les fruits. Donc je mets vraiment une priorité là-dessus. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile d'être autonome du point de vue de l'électricité, de l'eau, du chauffage, que en fait au niveau de la nourriture. Et on dit même pas autonome, on dit résilient. Parce que regarde, par exemple, je serais incapable de créer mes propres panneaux moi-même. Mais par contre, ça me crée... La différence entre l'autonomie et la résilience, ça veut dire que ici, on a eu des coupures à cause des vents forts et on a souvent des coupures électriques ici dans ma campagne. Quand je dis je ne suis pas ciblé par ça, puisque j'ai mon système autonome. Ouais. Mais quand je vois des voisins dans les fermes autour qui ont eu déjà jusqu'à 48 heures de blackout et qui n'avaient pas d'électricité, et surtout quand t'as des vaches pour la traite, parce qu'ils ont des machines automatiques et tout, heureusement qu'ils avaient un groupe électrogène, mais sinon c'est extrêmement... voilà, on est résilient là-dessus. Pour ma part, si tout coupe d'un coup, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, si le système et le matériel est de qualité, ça on le verra avec le temps, mais ça me permet d'avoir du temps pour réfléchir à d'autres solutions, si tout est coupé du jour au lendemain. On voit un petit peu le paysage de ce que tu arrives à faire en autonomie. Est-ce qu'on peut transformer une maison normale, non autonome, en une maison autonome ? Oui, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on s'efforce de faire avec les intervenants que je reçois. J'ai vu, par exemple, il y a 2 ans, je suis allé voir un pavillon des années 70 qui a été transformé, qui était résilient et autonome. Sur l'eau, sur l'électricité, les personnes avaient leur jardin, ils avaient un lac qui leur permettait de stocker l'eau et de pouvoir s'en resservir l'été pour arroser leur plantation. Par exemple ici, moi quand j'ai acheté, c'était pas cher, mais il y a eu beaucoup de travaux et je suis encore en plein dedans. Là c'est encore c'est un capharnaüm hein, dans mon jardin, c'est un chantier. Et en fait, là, on est en train de faire avec un ami, on fait une isolation par l'extérieur.
Et après, je m'attaquerai à une isolation par l'intérieur. Tout simplement parce qu'ok, là, ça me prend du temps et que c'est un petit peu long, c'est fastidieux de faire ça. Mais j'aurai après moins de bois à couper, donc moins d'actions à faire pour me chauffer. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir ta vision sur l'autonomie de demain ? Est-ce que c'est un modèle à démocratiser ? Est-ce que tu penses que les gens ont intérêt justement à transformer leur maison en maison autonome ? On peut avoir l'impression que les prix, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, que les prix de l'énergie vont augmenter. Est-ce que voilà, c'est un modèle à démocratiser et que les gens ont intérêt à devenir autonomes, en tout cas déjà au niveau de l'énergie et de l'eau, sans parler de nourriture qui, comme tu l'avais dit, est un peu plus compliqué. Je vais prêcher pour ma paroisse, j'aurais envie de te dire oui, mais après, j'ai conscience que les gens, on doit être quoi, 10, 15, 20% à réfléchir à ce genre de choses. Il y a des gens qui veulent rester vivre en ville, et ça c'est leur choix, tu vois. Je pense pas que tout le monde voudra vivre comme ça. C'est un choix de vie. Pourquoi c'est bien de faire ça ? Ça c'est quelque chose que je dis souvent aux gens et ça les fait tilter. Moi j'ai acheté mon système à 4300 € il y a 4 ans et j'avais compté qu'au bout de 6 ans il sera entièrement remboursé. Donc ce qui est intéressant c'est que oui il y a les batteries, les ceci, les cela, mais par contre l'électricité que j'ai achetée, le matériel que j'ai acheté pour produire mon électricité, je l'ai acheté 4300 €, il sera pas plus cher. Puisqu'il peut y avoir des augmentations électriques quand tu as un abonnement, mais pas des augmentations sur l'électricité que tu produis avec le matériel que tu as acheté à un instant T ou cet esprit-là. Et ça, c'est vachement important de le prendre en compte parce que c'est ce qui fait faire de réelles économies. Là, le prix de l'énergie est totalement débridé, on le voit sur le gaz, l'électricité, surtout le pétrole. Donc il y a un moment où le but, c'est d'essayer si on a un peu d'argent, de faire un investissement. Pour moi, c'est un investissement parce que dans 2 ans, je vais pouvoir continuer à mettre de l'argent de côté pour plus tard me modifier mon système sur les choses qui vont pas. Donc, en gros, avec un investissement de 4300 € en panneaux solaires et batterie compris ? Ouais, j'avais 4 batteries gel. Par contre, maintenant, je suis passé au lithium parce qu'on m'a proposé de le tester vu que, avec la chaîne, on va dire qu'il y a un petit travail, c'est de l'influence. Tu sais, il y a des gens qui m'ont envoyé en mode, est-ce que tu veux tester ça? Parce qu'il y a plus de cycles et pour que tu puisses expliquer à tes abonnés. Donc, je conseille, même si, encore une fois, sans revenir sur toute la pollution que ça peut engendrer, mais des batteries lithium coûtent moins cher au kilowattheure que des batteries au gel, des batteries au plomb gel. Donc en gros, avec un investissement qui est de 5 000 €, on peut arriver à être autonome en électricité. Donc, pour au moins 10 ans. Pour au moins 10 ans, donc ça peut être alléchant. Alors oui, mais attention, il y a des concessions à faire. Hein. J'ai quand même réduit énormément ma consommation électrique, j'ai très peu d'appareils énergivores. Tu vois, un petit ballon d'eau chaude de 20 litres, c'est ridicule. Il y en a, ils ont des ballons de 100, 150, voire plus de litres. C'est énormément d'eau à chauffer, souvent pour rien, parce que l'eau reste chaude, mais on s'en sert pas. J'ai un ordinateur portable et non un ordinateur fixe. Tu vois, il y a plein de choses. Je chauffe mon eau à la bouilloire électrique quand je veux prendre une douchette rapide. J'ai pas de radiateur, de convecteur électrique, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses. En fait, tout ce qui est point de chauffe, c'est ce qui consomme le plus. Ouais. Ok. On peut penser peut-être que les panneaux solaires fonctionnent bien dans le sud, mais dans la partie nord de la France, c'est peut-être une solution qui est moins bonne. Non, après c'est sûr ça produit un chouïa moins, mais en fait chaque terrain a ses plus et ses moins. Je suis allé dans le nord visiter une famille de 5 personnes. Ils avaient parfois, surtout en hiver, hein, moi aussi en hiver c'est la même chose, on est tous logés à la même enseigne en hiver en général. Ils produisaient un peu moins d'électricité. Mais ils avaient, alors de mémoire, je crois qu'ils avaient 12 panneaux ou 14 panneaux, mais ils étaient une famille de 5 et ils arrivaient à vivre dessus parce qu'ils avaient réduit, et même les enfants, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Des tablettes, ça c'est rien à charger, c'est 3 fois rien. Et par contre, ils n'avaient pas de problème d'eau, vu qu'ils étaient dans le nord, ils avaient beaucoup plus d'eau que moi. Donc tu vois, il y a des plus et des moins, mais non, dans le nord, faudra peut-être investir, ça va coûter, entre 10 et 20% de plus parce qu'il faudra acheter plus de panneaux pour être assez large niveau production. Est-ce que tu penses que les techniques de demain, justement, peut-être les nouvelles batteries, il va y avoir des nouveaux systèmes autonomes qui vont peut-être permettre de démocratiser encore plus l'autonomie? Oui, ça c'est la chance que j'ai avec la chaîne. J'arrive à me tenir informé et à pouvoir contacter directement les personnes. Il y a beaucoup de technologies qui pourraient arriver. Il y en a qui existent depuis longtemps, nickel fer. Mais par contre, le problème, c'est que vu que ça n'a pas été lancé en masse, c'est hors de prix.
un système de stockage nickel-fer qui est beaucoup moins polluant parce qu'on peut reprendre le nickel et le fer, le reconditionner. D'accord. Ça coûte dans les 10-15 000 euros 1 à 2 batteries, donc c'est hors de prix. Quand tu vois qu'une batterie au lithium, c'est 1 000 euros. Pour te donner un petit peu un exemple. Donc oui, il y a des belles technologies. On essaye de créer des mini. Alors ils veulent créer des mini réacteurs nucléaires pour des quartiers, des choses comme ça, ou à fusion. Enfin, on entend plein de choses, mais le problème c'est que c'est encore chez les chercheurs et c'est pas encore développé. Les technologies qui fonctionnent le mieux, et c'est pour ça qu'elles sont vendues, c'est les technologies qu'on peut reproduire en masse. C'est les batteries au plomb, les batteries au lithium qui sont les plus utilisées. Et le nickel-fer, mais qui est hors de prix. D'accord. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a des choses importantes à connaître au sujet de l'autonomie ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, parce que j'aime bien revenir souvent. C'est vrai que on nous vend, quand je dis on nous vend, dès qu'on est interviewé et tout, on nous vend comme des personnes autonomes. Moi, je dis plutôt que l'autonomie, ça se fait étape par étape. On voit le haut de l'escalier, on vise le haut de l'escalier, mais chaque marche est plus importante qu'arriver en haut. En fait, c'est plus le chemin, le cheminement qui est important. Je sais plus qui disait ça, mais c'est le voyage qui est plus important que la destination. Et ça, je le comprends parce que, regarde, par exemple, en ce moment, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a travaillé avec les compagnons du devoir, qui était charpentier. Et il est en train de m'apprendre pour l'isolation, justement. Il me dit, mais voilà comment il faisait avant. Et en fait, on s'aperçoit qu'on peut faire avec des matériaux qui sont sur notre terrain. Et ça, tu vois, rien que de savoir ça, est-ce que tu imagines quand même la chance que j'ai ? Parce que je pourrais, imaginons, il m'arrive quelque chose et je dois déménager, je dois aller ailleurs. Et ben, je saurais quelles sont les matières que je peux prélever, comment faire pour isoler ma maison. Et ça, tu vois, c'est des techniques qui, pour moi, sont plus importantes qu'un jour dire « Hey, je suis 100% autonome en nourriture ». Et en plus, je sais que c'est pas possible. J'ai pas encore une fois, j'ai pas le terrain qu'il faut. Donc, c'est vraiment important de dire aux gens, visez des étapes, mais n'essayez pas de devenir le ou la meilleure autonomiste de votre quartier ou du monde ou de France. Déjà, prenez plaisir à faire ce que vous voulez. J'ai, pour moi, la personne qui est Dominique Guillot, qui est la personne la plus avancée que j'ai été amené à rencontrer en France, qui est autonome en viande. Alors lui, il a les fruits, il a les légumes, il a les ruches, il fait même ses oliviers pour faire de l'huile d'olive, il a des vignes pour faire son vin et tout. Et il disait, mais en fait, je passe pas tant que ça de temps par semaine, déjà parce que je me l'impose et parce que j'ai des passions. Et il me dit, mais des personnes qui veulent aller trop vite, c'est un couple qui voudrait se lancer et tout faire, c'est un divorce en 3 ans. Parce qu'en fait, c'est une quête quasiment impossible. Et si on est esclave, encore une fois, de ça, c'est complexe. Ouais. Et pour les personnes qui voudraient se lancer, est-ce que tu aurais des ressources à leur donner ? Alors les personnes qui voudraient se lancer dedans, bien sûr, je leur conseille de regarder la chaîne de l'Archipel. Je me fais un peu de pub parce que moi je conseille pas aux gens de dire voilà, lui, telle personne ou telle personne, faut faire exactement comme cette personne, parce que déjà elle a pas le même terroir, elle habite pas au même endroit, elle a une vision différente de l'autonomie. Par contre, vous pouvez vous en inspirer et donc allez voir la chaîne, parce qu'on a été voir beaucoup de monde déjà grâce à l'Archipel, et donc on a beaucoup de visions différentes. Ça permettra à vous de pouvoir un petit peu former et orienter votre projet. Et on a créé un Discord. Alors le Discord, là, c'est un lien qui est assez compliqué, donc je vous conseille d'aller voir en description de mes vidéos, je mets le lien. Et le serveur Discord permet en fait aux personnes qui veulent se lancer, il y a plus de 5000 personnes réunies. Vous pouvez vous connecter, c'est gratuit, et venir poser vos questions. Et il y a des personnes qui ont fait des recherches comme vous, qui sont déjà installées, qui pourront y répondre avec plaisir. Eh ben super, merci Brian. Je t'en prie, Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et surtout à en parler autour de vous. À bientôt.